d'avoir une après-midi exécrable avec beaucoup de nuages et beaucoup de pluie, mais on a toujours du soleil ici. Aubage libéral est un grand cru classé de 1855 situé à Pauillac, et nous sommes au bord de la rivière, donc voilà, microclimat exceptionnel. Et je suis l'heureuse propriétaire donc de Aubage libéral. Je suis la 3e génération d'une famille de vignerons, et j'ai cette propriété déjà depuis 20 ans. J'ai rencontré mon cher mari il y a un petit peu plus de temps que ça, et Gonzague Lurton, qui est vigneron aussi et propriétaire de Château d'Urfort-Vivins à Margaux. Et nous nous sommes retrouvés très très jeunes à gérer ces propriétés-là. Et dès que j'ai commencé à démarrer, alors moi j'ai un parcours de scientifique, je suis chimiste et physicienne. Et quand j'ai commencé à m'occuper de la viticulture, à m'occuper de Aubage libéral, bon à l'époque on était exclusivement en produits de synthèse en fait. Et c'est vrai que j'ai cherché tout de suite à me dire il faut partir sur une viticulture autre, beaucoup plus vertueuse. Et j'ai essayé de contourner, je dirais, tout cela en essayant d'abolir la chimie. Et avec Gonzague, on a commencé à se renseigner, donc c'était il y a 20 ans. En plus, Bordeaux, Aubage libéral, on est sur un climat atlantique, extrêmement challenge, enfin très compliqué à gérer au niveau du climat. Et donc très vite, on a commencé à se renseigner, à regarder un petit peu ce qu'on pouvait trouver en viticulture, en biodynamie. Mes premiers essais à Aubage libéral, c'est en 2007, sur tout l'enclos, donc les 14 hectares qui sont devant vous. On a commencé à faire des couverts végétaux, on a cette proximité de la rivière, etc. Et peu à peu, on a appris ce métier. Je me suis rendu compte que la biodynamie était une chose très intéressante, mais ce n'est pas un but, c'est juste une étape pour aller plus loin. Donc évidemment, tous les produits chimiques sont prescrits, mais il faut essayer de retrouver ces sols vivants, retrouver, je dirais, une viticulture vertueuse, une vraie biodiversité. Donc on a commencé à implanter des couverts végétaux, des arbres. J'ai eu la chance, donc chaque fois en recherche, en se disant où est-ce qu'on peut aller plus loin pour recréer un vrai climat, une vraie richesse de ces sols et de ces sols vivants et de biodiversité. Et j'ai donc rencontré Konrad Schreiber qui est là et qui va vous parler plus particulièrement de ses compétences. Et c'est vrai qu'ensuite j'ai rencontré Alain Canet et c'est là où j'ai commencé vraiment à démarrer l'agroécologie, l'agroforesterie. Donc voilà, retrouver, je dirais, le sens à la vigne et à la viticulture. Donc avant de laisser la parole à Konrad, Thomas Bontemps, qui est le directeur technique de Aubage libéral et qui m'accompagne déjà depuis maintenant 10 ans dans tout ce parcours, va venir vous présenter plus tard un petit peu ce qu'on fait, je dirais, de façon plus concrète. Et là, il est allé éteindre la clim. Donc je laisse la place à Konrad. Bien. Et à Angela, pardon, qui est donc... parce que nous sommes, j'ai oublié de le dire, nous sommes membres fondateurs avec Gonzague Lurton de La Belle Vigne, qui est fondée par Konrad et Angela. Bonjour à tous. Je suis Konrad Schreiber, je suis agronome et mon parcours est un petit peu atypique puisque j'ai une carrière agricole. Je suis né dans le sud-ouest de parents allemands. J'ai fait toute ma carrière agricole en Bretagne en tant qu'éleveur et je travaille avec Angela sur tout un tas de projets, notamment un projet qui concerne les vaches, qui s'appelle La Vache Heureuse, et on a décidé de façon collégiale à ouvrir le dossier de la vigne parce qu'on commençait à voir des aberrations, notamment dans les sols. Et donc l'axe fondateur de la Belle Vigne, c'est les sols vivants, avec finalement Alain Canet qui est ici, qui sera plutôt spécialisé dans les arbres, Angela qui m'aide dans la structuration du projet, et Claire et Gonzague qui nous aident à mettre ce projet-là correctement sur la table. Alors, dans ce dossier-là, sur la Belle Vigne, on a commencé par travailler sur la définition de l'agroécologie. L'agroécologie, elle est apparue dans le public français à peu près avec la mandature de Stéphane Le Foll, c'est les années 2012-2017. Et tout le monde parle d'agroécologie, etc. Et puis on pense que cette agroécologie, eh bien, il faudrait peut-être la définir une fois pour toutes. Donc on s'y est collé à la Belle Vigne et c'est un dossier qui sera repris. Donc l'agroécologie, vous avez 3 termes. Vous avez l'agro, vous avez éco et logis.
hein, qui se suivent. Et donc, la première phase de ce terme, agro, c'est le champ. Donc on a repris l'étymologie du grec ancien. Et donc ça concerne le champ, le sol cultivé, tout ce qui concerne les parcelles agricoles. Donc on va être dans les champs. Ensuite, le deuxième radical qui arrive, écos, c'est la maison. Donc le champ est une maison. Et dans une maison, vous allez avoir des habitants, fatalement. Et logos, logis, c'est la science de cette maison. Et donc le sol, il se présente, quand on définit l'agroécologie, comme le champ est une maison dans laquelle il y a énormément de biodiversité et d'habitants. Voyez ? Et ces habitants, en fait, il y a la science qui s'applique à ces habitants dans le sol vivant. C'est pour ça qu'on parle de terre vivante, de sol vivant, qui permettent finalement aux plantes de pousser toutes seules. Et les plantes qui poussent toutes seules, c'est un fait dans la nature, c'est toujours vrai. Et c'est ça le paradoxe, et c'est jamais vrai chez un paysan. Et donc, on travaille sur ce paradoxe, à essayer de comprendre ce que fait la nature et comment elle fonctionne. Et l'idée, c'est de ramener ce fonctionnement-là dans les parcelles et les pratiques agricoles. Donc, voilà où on en est aujourd'hui dans le dossier agroécologie. Donc, on démarre. Alors, j'ai déjà 20 ans d'incubation avec nos collègues, mais globalement, l'idée, c'était vraiment de positionner la biodiversité comme un outil de production important, la biodiversité du champ. Alors, si on passe à la diapo qui suit, voilà, ça c'était les ambitions de la belle vigne, mais je laisserai la nouvelle génération, je dirais, nous la présenter parce qu'on pense que c'est un travail pour les jeunes. Moi, je suis un défricheur, donc je vais ouvrir, on va ouvrir et on va aider tous les vignobles qui le souhaitent à rentrer dans ce grand projet. Donc l'ambition de la belle vigne, c'est aussi de contribuer à hisser la viticulture française au premier rang de l'agroécologie mondiale en répondant aux défis suivants, c'est-à-dire sol, climat, ce qu'on va voir après aussi, biodiversité, maladies, aussi dépérissement de la vigne, mais aussi qualité et goût du vin. Donc une vigne naturelle sur des sols vivants, on a un problème, c'est-à-dire que c'est des sols nus, ça peut être des sols nus, foutus, entre guillemets, mais il faut agir, et agir vite avec des sols couverts et des sols, donc du coup, prospères. L'idée, c'est qu'en regardant vos parcelles agricoles, vous puissiez déjà commencer à vous imaginer ce que pourrait être la nature qui revient dans vos parcelles cultivées. C'est ça l'idée de la belle vigne. Et donc on va gérer en permanence, on va réagir à un certain nombre de problèmes qui arrivent. Et moi j'étais bien placé en tant qu'agronome qui travaillons déjà ces sujets-là avec les éleveurs, avec les céréaliers, en arboriculture, de se dire mais il y a un problème en vigne que personne ne voit et on essaye toujours de répondre à un problème spécifique par une action spécifique. Et l'idée c'était de sortir de ça. C'est-à-dire on n'est plus dans un silo de compétences, on va globaliser la vision pour essayer de voir si tous les problèmes ne sont pas liés. Donc si on passe un petit peu à l'autre diapositive, on fait des photos et là on est un petit peu surpris. Vous avez un système racinaire d'une vigne. Alors on n'a pas peur de les arracher, même dans les champs, parce que quand vous avez ce type de comportement après une plantation, vous êtes quasiment sûr que votre pied de vigne, il ne pourra jamais produire. Et en fait, ce que l'on sait, c'est que si vous mettez un pépin de raisin à germer à la place d'un truc que vous plantez, vous aurez systématiquement des racines pivots. Et aujourd'hui, dans les plantations que l'on fait, on a très peu de vignes avec des racines pivots. Elles vont aller à l'horizontale, elles vont éviter d'aller en profondeur, donc elles n'ont pas accès à la nappe, elles n'expriment plus les terroirs, elles sont sensibles à la sécheresse. Et on voit bien qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de dire les vignes dépérissent, il s'agit d'agir à la base de ce dossier-là. Et donc on sait que ça concernera aussi la pépinière réellement. Autre diapositive. On se rend compte que du coup on va couvrir les sols. Pourquoi couvrir les sols? Parce que ma maison sol, elle a un toit. Et ce toit c'est une plante, donc une couverture végétale.
Et cette couverture végétale, quand on la met en œuvre dans nos vignes K1, Ka, des fois en mauvais état racinaire, eh bien, il va y avoir concurrence. Donc on cherche des systèmes pour les accompagner. Donc c'est la fertilisation, ça reste un très gros pilier du système. Et cette fertilisation, elle peut se faire avec des fumiers, des composts, des matières organiques. Alors on va trier la qualité là-dedans, mais principalement des légumineuses. Les légumineuses sont des plantes pionnières qui produisent de l'azote. On pourrait mettre des engrais minéraux, puisqu'on les a encore, sauf quand on est en agriculture biologique, où on a commencé à enlever des outils de production. Donc, mais on s'adresse à tous les agriculteurs, pas que des bio. C'est accessible à tout le monde. Et on commence à enquêter sur l'azote et on se rend compte que l'azote de la nature, c'est de l'urée et non pas des nitrates. Alors, quel est le paradoxe de l'urée? C'est relativement simple, c'est de l'urine. La totalité de la biologie fait de l'urine. Et en fait, les plantes, depuis la nuit des temps, se nourrissent de la minéralisation de l'urine dans le sol. Alors ça, personne ne le sait, mais les vers de terre, c'est les plus grands producteurs d'urine du sol. Et puis derrière les vers de terre, les nématodes, qu'on n'aime pas, pour tout un tas de raisons, mais qui sont super utiles pour enclencher le cycle de production et de l'azote. Autre diapo, voilà. L'autre diapo, ça a été avec un de nos collègues, Marceau Bourdarias, qui est spécialisé dans la taille, qui est spécialisé dans le végétal. Il est physiologiste, on travaille avec lui, c'est un gars génial qui connaît les plantes. Donc on n'hésite pas à les arracher, à les découper en deux, à regarder comment elles se comportent. Et on se rend compte que nos plantes sont mal menées, mal taillées, et ça les fragilise et ça va les rendre malades. C'est-à-dire la totalité du bois devient noir, c'est-à-dire il est pourri, il est mort. Et la partie vivante, c'est la partie claire que vous avez sur les photos. Autant dire que ça, c'est un défaut de taille. On va même beaucoup plus loin que ça. La totalité du vignoble français est mal taillée. Point. Donc, je ne vous dis pas le débat qu'il va y avoir. Et on sait que ça ne se fera pas en claquant des doigts. Il va falloir apprendre à tailler en respectant le végétal. C'est-à-dire le végétal, il a des règles. La physiologie du végétal, ce n'est pas n'importe quoi. Et donc ce travail-là, il faudra le mener en concertation et en partenariat avec les viticulteurs. Et c'est un travail important. Et avec la taille, il va y aller de la tressage de la vigne. Dès que vous rognez une plante, vous la rendez malade, des stress oxydatifs réellement. Et on l'a vu encore cette année, on a rogné, crac, la maladie s'y est mise dedans. Et on dit, oh là là, c'est pas de chance, c'est la météo. Peut-être. Mais si on avait bien taillé et pas rogné, et fait autre chose, vous voyez. Et donc toutes ces questions-là vont se poser, et on sait que c'est un cheminement. Ça se fait pas, on ne peut pas imposer ça. Il va falloir apprendre et cheminer. On pense qu'on en prend pour 20 ans. Avec la taille, ça va se poser la professionnalisation, par exemple. La main-d'œuvre professionnalisée dans les vignobles. Donc vous voyez tout ce que ça va toucher, tout ce que la belle vigne va commencer à pointer du doigt, mener dans les débats pour faire évoluer les pratiques. Autre débat, c'est la biodiversité. Tout le monde court après la biodiversité. Oh là là, il n'y a plus d'oiseaux, oh là là, il n'y a plus d'abeilles. En fait, non. Il n'y a plus de biodiversité parce que le toit de ma maison est détruit, ou la maison sol est détruite. Et donc, si vous mettez une maison en bon état avec de la nourriture dedans, vous aurez des êtres vivants qui vont venir. Et ces êtres vivants, ils apparaissent tout de suite dans les vignes. Donc là, on a un essaim d'abeilles sauvages dans une vigne. Donc on est à Gaillac, mais on pourrait trouver ça partout. On trouve des oiseaux dans les couverts, on trouve des lézards, etc. Et la biodiversité revient dès lors que vous lui laissez une maison en bon état. C'est magique. Je laisse les plantes pousser et la biodiversité arrive. Et puis, on parle de dépérissement, c'est un gros sujet. Tout le vignoble français va mourir de dépérissement de la vigne. Alors on les arrache, on les replante, on est à la course du dépérissement. Et on se rend compte que, en fait,
le dépérissement, il suit probablement un défaut de couverture du sol. À quoi sert la couverture du sol? En fait, la couverture, elle protège, elle induit le cycle de fertilité. On pourrait passer à l'autre diapo. Et on sait que quand on mesure la température d'un sol nu, il va monter au-delà de 30 degrés, 40, 50 en pleine canicule, alors que si vous allez dans une litière, ou mieux à l'ombre sous la litière, vous descendez à 20 degrés. C'est-à-dire vous divisez la température de la maison par deux. Et dans une maison climatisée, la biodiversité fonctionne mieux. Donc ça veut dire que tout l'été, il y a de la minéralisation de l'azote, pas de stress ou moins de stress dans la vigne, meilleure gestion de l'eau, etc. Donc on pense qu'il y a des secrets dans la litière et il faudra les créer dans les vignobles. Donc là aussi, un travail au long cours, il faut 10 ans quasi pour créer une litière opérationnelle qui fonctionne. Et donc on va se retrouver finalement avec un modèle viticole qui a dérapé. La vigne, elle est née les pieds dans l'eau, la ripisylve, elle monte dans un arbre. Pourquoi? Parce qu'elle échappe au mildiou en montant dans les plantes. Donc plus la vigne est basse, plus elle est en difficulté, plus elle est haute, plus elle est sauvée. Mais physiologiquement, naturellement, elle l'a fait. Et nous, on veut sauver notre vigne contre le climat désastreux qu'on a, en ayant des sols nus ou en remplaçant, par exemple, un engin motorisé par un cheval. Mais si c'est pour garder les sols nus et les détruire avec un outil, ça ne change pas grand-chose. Ce cheval, il serait mieux à avoir un petit rouleau qui écrase la végétation. Et en plus, il serait plus content, beaucoup plus peinard à travailler. Donc on est là-dedans. Et donc on se rend compte que... Vas-y, passe à la suite. On se rend compte qu'aujourd'hui, la vigne agroécologique, elle est née. On a des agriculteurs qui mènent des expériences où on enlève énormément de molécules, où on enlève le désherbage. Le désherbage va se faire avec une plante contre d'autres plantes. On va créer des litières réellement. Et là, vous avez des expériences qui sont menées dans les vignobles. Donc ça, c'est accessible aujourd'hui. Ça veut dire que les groupes d'agriculteurs devront retravailler avec tout ça et se former au management du végétal. Donc la démarche de progrès vers les sols vivants, c'est vraiment de copier la nature, revenir sur vraiment les fondamentaux. C'est d'avoir une présence de couverts toute l'année, d'avoir aussi une biodiversité. Et donc les agriculteurs peuvent passer et cheminer doucement s'ils partent de sols nus vers justement ces sols couverts où vous voyez justement les 2 plus sur le schéma. Il s'agit de copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Voilà. Donc, et il y a un standard très simple. La nature, c'est toujours couvert et jamais travaillé dans l'absolu. Et ça pousse tout seul. Donc maintenant, jusqu'où on adapte ce raisonnement dans une vigne? Voilà. Jusqu'où on le fait pour du blé ou en arboriculture, etc. Si on passe à la diapo qui suit, en fait, on se rend compte que les agriculteurs, ils ont mené 3 types d'expériences dans les techniques agricoles. La première, c'est l'agriculture conventionnelle dans laquelle on a tous démarré quasi nos carrières. Moi aussi, j'ai fait de la chimie et des pesticides. Il n'y a aucun problème à ça. C'est la révolution verte, c'est ce qu'on nous a parachuté après la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, face à certaines impasses, les agriculteurs vont essayer de l'agriculture biologique. Donc celle-là, elle est bien connue, elle est bien marketée, elle a pris des parts de marché. Et cette agriculture biologique, on a le soupçon qu'elle ne protégera pas bien l'environnement. Alors en vigne, elle arrive à produire comme l'autre, puisqu'on est bloqué dans des volumes de production. Mais en céréaliculture conventionnelle, on est en difficulté. Et le 3e essai que vont faire les agriculteurs, dans lequel moi je travaille depuis 20 ans, c'est la conservation des sols, avec l'idée de conserver la fertilité organobiologique de ces sols. Et donc là-dedans, on a maintenu la productivité et on protège l'environnement par la création de cette agroécologie, c'est-à-dire la maison du sol vivant. Et du coup, plutôt que de se taper dessus, parce qu'on pourrait ne pas être d'accord, là, chacun, moi je suis syndicaliste du conventionnel, ou du bio, ou de la conservation des sols,
c'est la guerre assurée dans les campagnes. Non, l'idée, c'est de s'échapper de ça, de prendre tout ce qui est bon partout et de le mettre dans un pavé qu'on appelle l'agroécologie. Donc c'est fatalement quelque chose à construire, et la construction, c'est le sol. Et ensuite, chacun se déterminera. Il a le droit d'être bio, biodynamie, conventionnel. C'est le marché qui va faire la différence du reste. Et là, il y a beaucoup de choses à faire et à vendre. Donc on est à peu près sûr que c'est le mouvement qu'il faut enclencher aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de créer la Belle Vigne. Donc les plantes sont la seule solution rentable pour la société pour contrôler le CO2 sur la planète. On a écrit « Sauvons la planète » avec les plantes, en enlevant le « E » de « planète », qui est vraiment le « E » de l'exploitation qu'il faut changer en cultiver, par exemple. Voilà. Et ça, c'est le gros projet sur lequel les jeunes générations devront travailler. Parce qu'il n'y a qu'un seul capteur de carbone sur la Terre, ça s'appelle une plante. Et c'est le capteur le plus rentable pour l'humanité. Donc il va bien falloir travailler avec ça. Donc le défi est colossal. On voit bien qu'on va visiter de la pépinière à la viticulture en passant par le climat. Et c'est pour ça que le projet de la Belle Vigne existe, parce qu'il va falloir qu'il soit repris, qu'il fasse école et qu'il se développe. Donc la Belle Vigne, ça marche sur adhésion. On amène des systèmes experts et des connaissances de tous ces sols vivants aux adhérents, et on fait des formations pour élargir le débat. Alors juste petit détail, dans le Médoc et notamment dans les grands crus classés, nous sommes plantés à 10 000 pieds hectares, donc 1 mètre sur 1 mètre. Les couverts végétaux dans des vignes telles qu'elles sont est extrêmement difficile. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une expertise telle que la Belle Vigne pour nous aider à inventer des outils pour ainsi gérer ces couverts végétaux. Et je vais laisser la parole donc à Alain Canet. Donc Alain qui est vraiment le spécialiste de l'agroforesterie, avec qui on a des projets et dont vous avez forcément entendu parler, et qui va vous expliquer ce qu'il fait. Merci, bonjour. Merci beaucoup. Je vais effectivement amener ma modeste pièce à la construction de ce bel édifice, parce que il est possible qu'il nous faille quelques arbres. La liane est une vigne qui a coévolué avec les arbres, fondamentalement. Et on l'a détachée de son environnement, on l'a mis parfois un peu trop en monoculture, et on en voit aujourd'hui les limites. On a caractérisé au titre de la Belle Vigne 28 mots MAEX en viticulture, et on voit bien que tout le monde en a 16 ou 17. On ne va pas les énumérer, vous les connaissez, la compaction, le mildiou, le dépérissement, la mortalité, les baisses de rendement, les coûts de production, peu importe. Donc, historiquement, les arbres, ils étaient là. Alors, est-ce que c'est un bond en avant ou est-ce que c'est un retour en arrière? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette agroécologie, elle est plutôt étayée, structurée, avec des règles agronomiques qui sont à peu près cohérentes dans toutes les cultures et les agricultures. Ici, je vous ai mis rapidement le pêcher de vigne, parce que souvent, il évoque plein de bons souvenirs. Qui a mangé une pêche de vigne s'en souvient, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas forcément par hasard qu'il était là. Parce qu'il est connecté à la vigne et qu'il la nourrit, qu'il la protège et qu'il lui donne des indications nécessaires et suffisantes. J'ai mis aussi une autre plante, une rosacée, qui est l'alisier torminal, que l'on connaît peu. Les chasseurs le connaissent parce que c'est l'arbre aux grives. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce sujet, parce qu'on s'est dit il y a 20 ans que l'agroforesterie reviendrait en viticulture, et on est en plein dedans, effectivement. On est en plein dedans parce que les chocs climatiques sont d'une violence inouïe aujourd'hui, et nous devons les amortir tout en continuant à produire. C'est les chocs climatiques. Tu as cité la température, on pourrait citer le vent, on pourrait citer la quantité d'eau, c'est-à-dire il y en a ou il n'y en a pas, etc. etc. Et puisqu'on veut toujours déguster les meilleurs vins du monde, n'est-ce pas? Donc ça nous intéresse au plus haut point, cette histoire. Alors, rapidement, de la présence de l'arbre, de l'environnement connecté, certaines plantes, prenons le chêne, la lisière de chêne dense, non taillée depuis 20 ans, qui concurrence effectivement les 3-4 premiers rangs dans lesquels rien ne pousse. Mais ça, ce n'est pas forcément l'agroforesterie. Je pense que depuis 30 ans, en couverture végétale, en arbre, on a fait pas mal d'erreurs.
Donc si vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas faire, on peut vous aider. Le reste, ça sera votre cheminement personnel. Je crois que c'est un itinéraire de chacun, ce retour de l'arbre dans les vignes, mais on comprend à peu près comment assembler les pièces du puzzle dans le bon sens. J'ai remis rapidement le triptyque de cette agroécologie, de sol couvert, d'une vigne taillée, allongée, en taille douce et mise en réserve, et des arbres. Parce que sinon, ça ne marche pas. Si on ne respecte pas ces règles élémentaires, si on ne fait qu'une des deux, j'oserais pas le dire, mais en agronomie, on a une formule qui est très connue, Conrad. Demi-décision égale bordel au carré, en réalité. Mais c'est parfois un petit peu difficile que de le préciser. Donc de la génétique, de l'origine génétique, on a parlé de la production des plants de la vigne, mais on peut aussi parler de la production des plants des arbres, d'où ils viennent, comment ils seront au service pour amortir ces chocs climatiques de notre vigne dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Pourquoi et comment ça marche? Je vous ai mis ici, pour changer un petit peu, une vigne à 10 000 pieds avec un arbre qui pousse au pied. Vous la reconnaissez, c'est une vigne champenoise, n'est-ce pas? Et pourquoi ça marche? Parce que dans bien des cas, ça pourrait ne pas marcher. Des spécificités de l'importance de l'arbre agroforestier, le bon au bon moment, dans les bonnes conditions. C'est en règle générale un arbre qui est taillé. Si on ne taille pas l'arbre, pas de lumière sur la vrille et sur le bourgeon, une belle vigne qui, quand elle monte dans les arbres, n'est jamais malade, mais pas de raisin. De l'importance de notre métier, de l'ajustement récurrent et permanent. On s'est beaucoup inspiré, et tu l'as dit un petit peu Conrad, naturellement, de toutes les techniques de ces agricultures, de par le monde. Parce que c'est important des essais des paysans, c'est important de vérifier ce qui se passe dans la recherche, et puis de ces techniques et de ces pratiques ancestrales. La couverture végétale des sols, la couverture de survie, je serais tenté de dire. L'objectif aujourd'hui, c'est de multiplier par 3 la quantité de photosynthèse en agriculture et dans le vignoble en particulier, au service de la maison du sol. C'est un exercice un peu complexe, n'est-ce pas, Monsieur Planty? Mais on va y arriver. Un tout petit peu complexe, mais la ligne droite, la ligne éditoriale, la colonne vertébrale de cette fertilité, et non pas de la fertilisation, on est bien dans un plaidoyer pour la fertilité, ici, avec des indicateurs de résultats. Une vigne qui stocke du carbone, c'est une vigne qui produit de la biodiversité, qui produit de l'eau, qui produit des microclimats, qui produit des paysages, qui produit des vignerons optimistes, qui produit de l'emploi et qui produit des canons qui vont sauver la planète. Buvez les meilleurs vins du monde, vous connaissez la formule, boire un canon, c'est sauver un vigneron, boire 2 canons de l'agroécologie, c'est sauver notre peau. Parce qu'on va produire de la biodiversité, de l'eau, des microclimats, du sol, du paysage. Beaucoup d'optimisme, et tu l'as dit, de ces réseaux en formation, conférences, en bout de rang, peu importe, de se retrouver, d'échanger, de dire ça ne marche pas, mais ça fonctionne, donc ça tu peux l'essayer. On trouve beaucoup d'énergie et l'envie d'y aller dans un contexte qui est parfois un petit peu tendu. De l'arbre, bien évidemment, qui fait tout avec rien. Ici, l'arbre tétard, qui est un peu le porte-drapeau de la belle vigne. Le porte-drapeau parce que du saulosier, le vime dans certains coins, n'est-ce pas, qui va produire du bois, produire de la biodiversité, produire du sol, produire ces microclimats, sans qu'on le coupe jamais. Et par contre, au pied, on va le tailler pour que la juste quantité de lumière nécessaire et suffisante soit au bénéfice de l'expression de la vigne. L'arbre avec rien. Il fait tout. Je reviens rapidement sur ces questions de biodiversité parce qu'on veut toujours les mettre dans un coin. La biodiversité, c'est le moteur de la productivité en viticulture. De l'importance de sortir de la réparation, toutes ces viticultures de la réparation où je mets une poudre, une information, un produit et je ne m'en sors pas, à une viticulture de la prévention. Je mets une maison sol en bonne santé pour une plante en bonne santé. Et la biodiversité est parfaitement exprimée. Il y a beaucoup de biodiversité dans les endroits où au départ on ne cherchait pas à la préserver. De l'importance de montrer qu'on va faire une action majeure en viticulture, stocker du carbone au service de la société et produire cette biodiversité dont on a cruellement besoin.
Le ver de terre, rapidement, parce que c'est un peu notre emblème, notre porte-parole, notre porte-drapeau, c'est notre centre de formation qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt, qui se développe vitesse grand V, parce que ces savoirs sont mis gratuitement à disposition. Ces savoirs de chacun. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est tous un petit peu apporteurs d'une solution à un moment donné et de la mettre en perspective. Les pièces du puzzle, ici, des arbres fruitiers pour faire des fruits, fruitiers pour faire du bois, le merisier, la lisier terminale que j'ai montré, le cormier et bien d'autres, les arbres têtards. Donc les pièces à assembler en fonction des envies, en fonction des besoins, et puis entretenir la vie face à la chaleur, face à ces montées en température. Quoi de mieux que ces arbres qui vont micro-climatiser la vigne. Des formes diverses et variées, qui sont toutes présentes, omniprésentes, un petit peu moins aujourd'hui, hein, la disparition des arbres. On ne va pas en faire le procès. On voit aujourd'hui qu'on en a cruellement besoin. On voit que l'arbre, je serais tenté de le mettre comme un outil de production. Je serais tenté de le mettre comme un outil de production au service de la viticulture. Pas plus, pas moins. Juste le bon au bon moment. Je pense aux gros couloirs de vent, je pense aux zones arides, je pense aux zones hydromorphes, parce que l'arbre va réguler la température, va réguler les champs mycorhiziens, va informer la vigne, va la nourrir parfois, mais va hydrater un milieu sec. La question de l'eau, une question cruciale. L'arbre va hydrater un milieu sec et drainer un milieu humide. Et dans une même parcelle, on peut avoir ces deux oppositions. Le bon, encore une fois, au bon moment, dans les bonnes conditions. On est assez tranquille avec ça, c'est le modèle de la forêt. Ici, toutes les formules sont possibles, il n'y a pas de recette. Il y a des éléments à prendre en compte. Combien de rangs, à quel moment, sur le rang. Le tout, c'est de mettre en symbiose toutes ces plantes, hein, qu'elles soient lianes, qu'elles soient herbacées ou qu'elles soient ligneuses comme les arbres, pour que ça fonctionne, de les tailler le bon jour dans les bonnes conditions. Une palette du végétal importante, c'est aussi, je pense, quelque chose qui me paraît fondamental, c'est le paysage dans lequel on produit ces très bons vins. Des paysages vivants, des paysages prospères, des paysages dans lesquels on a envie d'aller et envie de travailler. Voilà des résultats parmi d'autres, hein, des assemblages toutes régions confondues de ces arbres que vous voyez tous taillés, élaborés au bon moment, dans les bonnes conditions, au bénéfice de la fructification de la vigne. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Alain. Donc maintenant, je laisse la parole à Gonzague, donc mon mari, qui est aussi propriétaire de Château Durfort-Vivens et qui est membre du conseil d'administration de la Fédération du Grand Vin de Gironde, qui a été président du syndicat de Margaux pendant plus de 20 ans et partenaire fondateur, bien sûr, de la Belle Vigne. Je vais vous parler des différents niveaux d'expérience que j'ai en tant que viticulteur, en tant que président de syndicat viticole et en tant que membre d'une interprofession qui a envie et qui a la sensation qu'il est temps de bouger sur ce sujet-là. Première chose, en tant que viticulteur, ça fait, comme Claire vous l'a dit, de nombreuses années que nous nous sommes lancés dans cette approche préservation des terroirs. Dans un premier temps, préservation des terroirs qui est pour nous la préservation de notre capital. Quand on a la chance d'avoir historiquement et par héritage, sans mettre de côté péjoratif là-dedans, mais réellement chez nous, ces terres qui sont absolument magnifiques, qui sont assez uniques au monde, se dire comment faire pour que la génération suivante puisse continuer à en profiter. Est-ce que petit à petit, par nos pratiques viticoles, on n'est pas en train de manger notre capital? On a parlé un petit peu de toutes ces techniques, mais rapidement, nous, la première piste qui a été étudiée, c'était la biodynamie. Et la biodynamie nous a apporté beaucoup de choses que nous attendions. Nous sommes arrivés à avoir un caractère dans la typicité des vins que nous produisons qui est assez phénoménal et qui était assez reconnu. Cette biodynamie nous a amené aussi à affronter un certain nombre de difficultés, puisque Claire en parlait tout à l'heure, à Bordeaux, nous sommes sous un climat océanique qui
nous favorise pas toujours ou qui nous rend pas la tâche toujours très, très aisée. Et donc il faut travailler, essayer de comprendre, partager beaucoup les expériences. Le partage, on en parle un petit peu, mais c'est la chose la plus importante. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert beaucoup à partir du moment où on est rentré dans cette approche biodynamique, c'était la fragilité. Et quand vous êtes en situation de fragilité, vous avez besoin de trouver des gens qui vont partager avec vous. Et j'ai constaté que dans l'ensemble des contacts que nous avions, nous, entre producteurs, tous fragiles, on apprend à vraiment échanger sur nos difficultés, échanger en pleine transparence. Et ça, c'est déjà, quand on parle d'énergie, ça donne une énergie très positive. Cette énergie du partage, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, vers lequel il faut savoir continuer à avancer. Ça, c'est une des choses qu'on a vécues. Deuxième chose, assez rapidement, on s'est rendu compte aussi des limites de notre travail et la rencontre de personnes comme Conrad, comme Alain, les échanges avec des personnes comme Xavier nous ont permis de nous rendre compte qu'on avait des fragilités qui étaient inhérentes à notre mode de production. Claire en parlait tout à l'heure. Vigne haute densité dit complexité à gérer les sols couverts. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on avait des pratiques agricoles qui étaient d'oxydation des sols que nous pensions particulièrement vertueuses et que nous mettions en exemple. Effectivement, on est obligé de faire marche arrière et de se dire peut-être qu'il y a des limites que nous n'avions pas envisagées. Et ça, d'avoir rencontré des gens comme Conrad, comme Alain, de travailler avec une association comme La Belle Vigne, ça nous permet de rentrer en contact, en partage d'expérience et à progresser. Ça, c'est quelque chose c'est une clé. Je vais passer au-delà de ce que nous avons fait, nous, à Durfort-Vivens, sur notre propre vignoble, parce qu'on est en plein défrichement, si je peux dire. On est en plein travail pour essayer de trouver quels sont les bons outils, quels sont les bons couverts, etc. Tout ce travail-là, Conrad nous parle de 10 ans. Nous, on espère toujours, on est toujours optimiste. On se dit, déjà en 2, 3, 4 ans, on va faire beaucoup. Et je crois que c'est vrai, on va faire beaucoup. Et parce qu'il faut se lancer, et c'est l'expérience qu'on veut aider à faire passer. C'est que lancez-vous, commencez sur une petite surface, mais faites-le à fond. Ne faites pas les choses à moitié. Prenez le risque que vous pouvez envisager. Vous pouvez envisager, vous avez 10 hectares, envisagez le risque, peut-être sur 1 hectare, mais jouez-le à fond. Et là, vous apprendrez. Si vous prenez demi-mesure, vous n'apprendrez pas, vous aurez l'impression d'apprendre, et puis vous recommettrez des erreurs à nouveau. Donc là-dessus, il faut être capable de se lancer. Je crois que c'est un message important. Je passe au niveau un peu de ce que nous avons fait au niveau du syndicat viticole de Margaux. J'ai eu l'honneur de présider pendant 20 ans. Nous avons lancé maintenant, il y a une dizaine d'années, un projet Margaux et biodiversité qui était là pour aussi amorcer. On a besoin toujours de se lancer dans quelque chose. On ne va pas régler tous les problèmes d'un coup, mais cet amorçage, ça permet à chacun de se projeter. Et ce travail, c'était de se dire, d'abord de faire un relevé de l'existant en termes de biodiversité. Donc on l'a fait en choisissant un certain nombre d'espèces, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut se lancer là aussi sur un projet à sa mesure. Et puis ensuite, on a vu ce qu'on pouvait faire avec tous les viticulteurs. Chacun a des possibilités qui sont différentes. Il y en a qui sont très engagés, il y en a qui ont beaucoup d'espace à mettre à disposition, il y en a d'autres qui veulent juste faire une petite opération et voir ce qui se passe. On a tout accueilli et on a essayé d'accompagner chacun. Et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup d'attentes, que beaucoup ne savaient pas comment gérer ça et que si on leur mettait le pied à l'étrier, ils étaient partants. Alors c'est un travail qui prend du temps. On a besoin ensuite, une fois qu'on l'a lancé, de trouver des phénomènes d'accélérateur. Et les phénomènes d'accélérateur, ça peut être... c'est le partage, c'est la connaissance, c'est la vision par les uns et les autres de la réussite qui se passe chez les autres. Si on est capable de transmettre ça, on va aller de plus en plus vite. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Je vais finir par l'expérience que j'ai au niveau puisque je suis membre depuis un certain nombre d'années aussi du conseil d'administration de la Fédération des grands vins de Bordeaux
a une vraie volonté de mettre un coup d'accélérateur sur le partage des connaissances dans toute l'approche agroécologique. Donc là aussi, mise en réseau, partage d'informations, hein, biodynamie de la connaissance, hein, des sols vivants, si on peut résumer à ça. Il faut qu'on arrive à se lancer dans cette biodynamie de la connaissance, et à partir de là, ça va aller très vite. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que déjà existe beaucoup de choses qui sont lancées, et que si on est capable de créer ces premiers tours de roue qui sont souvent les plus difficiles, derrière, on va aller très vite. Merci à tous. Donc j'ai passé la parole à Xavier. Alors Xavier Planty, qui est copropriétaire de Guiraud, mais qui est surtout aussi agriculteur dans une région plus difficile qu'être Grand Cru classé à Pauillac, et notamment qui fait du vin et qui fait aussi de la grande culture. Et ça a été aussi notre professeur à tous, parce qu'il est très pionnier justement dans cette démarche, dans ces couverts végétaux. Donc voilà, il va nous raconter tout ça. Bonjour. Tu me passes les diapos, le truc de diapo. Bon, alors effectivement, on a à Guiraud depuis 1996 démarré sur des réflexions autour de l'agriculture autre que conventionnelle. J'ai une deuxième casquette qui est le Carpia, qui est une exploitation où il y a une centaine de céréales et 10 hectares de vignes. Il y en avait plus avant, mais j'ai pas mal arraché. Et la vigne du Carpia a parfois subi des expérimentations que j'osais pas faire au Château Guiraud, parce que je suis pas seul propriétaire, donc avec des actionnaires qui pouvaient faire la grimace. J'ai commencé par faire mes expérimentations au Carpia, et c'est au Carpia où j'ai eu des résultats assez intéressants. Bon, cette diapo, c'est juste pour vous dire qu'on travaille dans un milieu naturel et que tout est gratuit, l'énergie, le gaz carbonique et l'azote, et que finalement, on est assez con pour aller acheter tout ça chez le marchand de gasoil ou chez le marchand d'engrais, alors qu'en fait, il suffit que l'on mette au profit tous les circuits biologiques que Conrad et Alain vous ont parfaitement décrits, et je ne vais pas y revenir dessus. Nous avons commencé par avoir une réflexion à Guiraud sur le paysage et sur la structure. La réflexion était de dire comment on fait pour casser le problème de le créer par la monoculture. Donc on a créé des zones refuges-réservoirs avec énormément de haies, plantées avec des arbres qui ont des caractéristiques particulières, des espèces marcescentes qui gardent leurs feuilles mortes pendant l'hiver, des arbres à des feuilles persistantes. Tout ça, ce sont des espèces qui sont adaptées à nos conditions pédoclimatiques. Et nous avons observé une explosion de toutes les populations d'arthropodes dans nos régions, dans notre vignoble, à un point tel que ces arthropodes ont régulé les vers de la grappe, et qu'au bout de 4 ans, nous avions supprimé tous les insecticides sur 100 hectares de vignes. Donc ça, ce sont des travaux on n'a rien inventé, hein. Ça, c'est des travaux américains de Miguel Altieri encore en Oregon, et ça date des années 70, c'est-à-dire au moment où nous, en France, eh bien, on était en plein dans le remembrement et qu'on arrachait toutes les haies. Donc, comme quoi, il faut quand même regarder ce qui se passe chez les autres. Alors là, vous avez 3 photos. Il faut que je m'approche parce que je vois mal. Nous avons complètement décidé bien évidemment, vous avez compris que la préservation des sols, c'était l'élément clé. Tous les ans, à Guiraud, à l'automne ou au début du printemps, on épand des composts liquides, pas du tout pour avoir une action sur la vigne, mais pour avoir une action sur les sols. Et on a diminué les labours pour finir sur des enherbements naturels. On observe quoi? Que petit à petit, bien, la vigne se défend mieux. Et aujourd'hui, à Guiraud,
on est à 2,5 kg de cuivre à l'hectare, pas plus. Donc on arrive à avoir des choses intéressantes. Bon, la biodiversité, ça c'est ce que je vous ai raconté dans les haies. Le nombre d'espèces d'insectes a explosé. Hein, et tout nos travaux sur les sols, eh bien, on a observé une évolution de la matière organique sur certaines parcelles. Sans aucun apport d'engrais, on s'est aperçu que la matière organique remontait doucement et surtout les pH remontent. Et ça, c'est assez amusant parce que, comment on peut l'expliquer, bien que les lombriques vont chercher du calcium en profondeur, elles remontent en surface au niveau du sol agricole. Et là aussi, la préservation de toute cette faune est absolument indispensable. Voilà. Mais il me manque une diapo que je voulais vous montrer. Alors ça, ce couvert végétal là, qui est en trèfle, ce couvert végétal qui est en trèfle, il est complètement naturel. Et qu'est-ce qu'on a observé? Ça, c'est au Carpia. Qu'est-ce qu'on a observé? Que la première année, une année où j'ai eu ce couvert végétal de trèfle blanc absolument incroyable, l'année suivante, le trèfle avait quasiment disparu. C'était une autre succession d'espèces végétales qui s'était mise en place, en particulier du mouron blanc et du fumeterre. Et quand on regarde et qu'on travaillait au niveau qu'on regardait un peu ce qui se passait sous le couvert végétal, eh bien vous voyez ici des terricules de vers de terre absolument incroyables. Et en fait, comme disait Conrad tout à l'heure, les vers de terre se sont régalés du trèfle pendant la saison, et derrière il y avait une telle explosion d'azote qu'on a vu apparaître qu'on a vu apparaître des plantes nitrophiles comme le fumeterre et le mouron et la véronique. Et puis l'année suivante, eh bien, qu'est-ce qu'il est apparu? Des équilibres qui se forment, où on commence à revoir les céréales qui ressortent, le trèfle qui revient tout doucement, et le cycle continue. Et ces cycles biologiques qui sont très intéressants, parce qu'en permanence, on a ces vers de terre qui vivent, qui mangent, qui broutent, et qui vont décompacter le sol. J'ai fait des complants cette année, j'ai enfoncé mes plants sans même creuser un trou, quoi. C'était tellement c'était doux. Je précise que sous ce trèfle-là, c'est pas possible dans les vignes à 1 mètre, hein, mais sous le trèfle, là, il y a les sarments. Et que les sarments ne sont jamais broyés. Ils sont couchés et écrasés, mais ils ne sont jamais broyés. Ce qui fait qu'on a, on ne le voit pas très bien ici, mais qu'on a une espèce de mulch voûté qui se crée, dans lequel circule énormément de biodiversité. Entre le dessus du mulch et le contact de la terre, 10 cm dessous, cette année, on avait, en pleine chaleur l'été dernier, on a observé 10 degrés de température en moins. Donc c'est-à-dire qu'au moment où les vignes ont cuites et qu'on a entendu tout Bordeaux pleurer à cause de la sécheresse, eh bien en fait, par des pratiques comme ça, on peut tout résoudre. Inutile de vous dire que ça stocke une masse de flotte absolument incroyable et que jamais la vigne ne souffre de sécheresse ou de stress hydrique. Sur mes vignes au Carpia, comme on est fauché parce que c'est une appellation Bordeaux et que c'est invendable, on n'a pas mis d'engrais depuis 30 ans. Donc, et pourtant, la vigne produit ses 45-50 hecto-hectares tous les ans, sauf gel, mildiou, et voilà. Et donc, ça, c'est des pratiques qui sont uniquement dues à l'observation. C'est qu'il faut petit à petit observer, voir ce qui se passe dans sa vigne. Et petit à petit, il y a des équilibres qui se font. Et l'équilibre qui s'est fait ici au Carpia n'est pas le même que celui qui s'est fait à Guiraud, n'est pas le même que celui qui va se faire ailleurs. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et à observer. Une terre menée comme ça stocke 60% de flotte en plus. Alors aujourd'hui, où on commence à voir les syndicats viticoles se poser la question de savoir s'il ne faut pas obtenir l'irrigation pour la vigne dans le Bordelais, et il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut commencer par faire ça, qui ne coûte pas un rond, qui ne coûte pas une... Oui, j'aurais pas dû parler, c'est ça. Qui coûte pas un rond et qui a des bénéfices absolument incroyables. Et tout se passe dans ces phénomènes-là. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été très très heureux de rencontrer Conrad et Alain, parce que c'était la première fois que j'entendais une parole qui
qui résonnait chez moi comme étant une vérité très profonde. Et avec tous les gens que l'on tourne qui tournent autour de la belle vigne, il y a quand même des choses excessivement intéressantes qui sortent et qui sont des objets de réflexion, qui sont des objets de pratique, d'expérimentation. Alors bon, c'est vrai qu'à la belle vigne, il va y avoir des gars de Duras, des gars de Champagne, et c'est ça qui est bien, c'est ce partage-là qui va faire en sorte que les choses peuvent avancer, que les choses peuvent se comprendre. Et je trouve que c'est une très très belle initiative que vous avez eue de lancer la belle vigne. Voilà, merci. Ah. Alors dans le cadre de plus on est de fous, plus on rit, on a lancé une petite association qui s'appelle l'association de Carbouey, où là, dans les pratiques d'agroforesterie et d'agroécologie, on met en place des espaces tests pour permettre à des jeunes de se former aux techniques de l'agroécologie. Ils vont pouvoir rester 2 ans, 3 ans sur place et les espaces tests premiers, bien évidemment, sont à destination du maraîchage. Mais on est encore dans la construction du projet. Et en plus, sur ce centre-là, il y aura un centre de formation et on est en train de réfléchir à faire des espaces tests sur les plantes pérennes comme les arbres fruitiers et la vigne. Voilà. Mais c'est encore un projet qui est pas balbutiant parce qu'il est bien lancé, mais il en est vraiment qu'à ses débuts. Voilà. Mais ça occupe la retraite. Merci Xavier. Donc, je vais laisser la parole à Thomas. Alors, c'est vrai que sur Aubage, comme je vous disais, ça fait 15 ans qu'on pratique les couverts végétaux. Mais c'est un apprentissage qui prend du temps, avec beaucoup d'expérience, plus ou moins heureuse. Et donc, Thomas va vous parler de tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, qu'on va entreprendre demain. Bonjour à tous. Ça fonctionne ou pas ? Donc oui, il y a un moment où il faut parler concrètement aussi de la manière dont on met en œuvre les semis, ou en tout cas les sujets qu'ont abordés Alain et Conrad. Effectivement, il y a historiquement des enherbements sur la propriété, en tout cas autour des chais, sur des sols un petit peu plus difficiles que les graves médocaines que tout le monde connaît. Et on est donc passé, avec l'expertise de Conrad, à un procédé un petit peu différent de ce qu'on faisait habituellement. On avait historiquement un enherbement, en tout cas sur 5 hectares ici, en plein, donc c'est celui du milieu, en plein. Le fond de vigne était enherbé, le cavaillon était travaillé avec différents outils, et on s'est posé la question en fait d'avoir un enherbement complet, donc à savoir sous le cavaillon et dans le rang de vigne. Donc il a fallu essayer de réfléchir un peu à la manière dont on pouvait mettre ça en place. Et donc avec l'aide de Conrad, on a choisi des espèces qui nous permettaient de réaliser ça artificiellement, entre guillemets, avec un semis. Et ces espèces ont été choisies en fait pour assurer une couverture toute l'année, mais pour aussi assurer un entretien facile, donc avoir un développement plutôt lent et pas trop haut en termes de hauteur, puisqu'on est donc dans des vignes assez étroites, donc les pieds de vigne, les grappes sont situées à peu près à 40 cm. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'herbe en permanence au niveau de la végétation. Donc sur la partie de gauche, donc là c'est la partie qu'on a semée en plein, on a utilisé donc du plantain, du paturin, du raies gras, du trèfle et un petit peu d'orge. Alors c'est assez intéressant parce que ça nous a permis donc d'avoir un couvert qui a duré pour l'instant la campagne, à part les zones roulantes où il a été un petit peu abîmé. Mais surtout on ne l'a tondu qu'une seule fois, que ce soit dans le rang ou sous le rang de vigne. Sous le rang de vigne, on a fait l'acquisition de tondeuses qu'on appelle satellites. Donc c'est des petites tondeuses qui vont venir mécaniquement s'effacer au contact des pieds de vigne. Ça induit un passage assez lent, parce que c'est à peu près à la vitesse de décavaillonneuse. Donc sur nos terroirs à nous et nos densités de plantation, c'est 1 hectare jour. Donc c'est pas très rapide, c'est pour ça que l'essai n'est que sur une surface de 3 hectares.
L'objectif d'avoir un semis en plein, c'est d'avoir une homogénéité au niveau de la structure du sol et de son fonctionnement. De ne pas avoir un régime hydrique spécifique sous le pied de vigne et un régime hydrique différent entre les pieds de vigne. Donc pour le moment, c'est plutôt positif, parce qu'on a réussi, malgré une campagne délicate en termes de pluviométrie, à circuler quand on le souhaitait dans cette parcelle. Donc je vais en venir à l'autre solution qu'on a mis en œuvre. Je vous ai parlé au début d'un enherbement naturel qui était uniquement dans le rang de vigne. Eh bien, il y a une partie de cet enherbement naturel qu'on a laissé en fait gagner sous le pied de vigne pour voir, à l'opposé d'un semis en plein, comment se comporterait un enherbement naturel en plein. C'est la première année qu'on fait ça, c'est sur une petite parcelle qui est juste devant les bâtiments. Pour le moment, c'est plutôt positif. L'entretien a été un peu plus délicat forcément qu'un semis, parce que le semis, c'est sa première année, donc le temps qu'il s'implante, la pousse n'est pas très rapide. Là, un enherbement naturel qui, en sortie d'hiver, était au niveau des pieds de vigne, il a nécessité un petit peu plus de passage. Donc il y a quand même, une nécessité de s'adapter aux variétés qui vont être disponibles naturellement et à la campagne qu'on va avoir. Donc, en fait, tout ça pour dire que ces sujets-là, effectivement, comme l'ont dit déjà Alain et Conrad, sont prépondérants dans la gestion de nos sols. On a déjà mesuré les effets, effectivement, des rétentions hydriques, les effets de protection aussi vis-à-vis des maladies, puisqu'il y a des effets d'humidité qui sont moins marqués dans des vignes enherbées, ce qui fait qu'on est donc moins sujet aux maladies. Ça, c'est frappant. On a eu l'exemple, malheureusement, plusieurs fois. Après, toute la littérature qu'on connaît déjà sur l'effet drainant que va avoir l'herbe, entre autres. Comme on souhaitait aller plus loin et qu'on a eu la chance de rencontrer Alain Canet par le biais de Conrad, et que Claire est quelqu'un de très entreprenant, elle a initié le souhait d'installer, d'implanter des arbres dans les parcelles de vignes sur la propriété, sujet dont on vient de parler. Et là, on ne parle plus d'un entretien de sol, c'est plus du tout le même travail, c'est pas la même implantation, ça prête à pas mal de questions. Donc on est parti sur deux sujets. Le premier, c'est une parcelle qu'on a plantée cette année. Donc les vignes ont été plantées ce printemps, les arbres sont plantés à l'automne, puisque c'est leur période de plantation. Donc le projet a été construit avec l'intervention d'Alain Canet pour nous conseiller les bonnes espèces au bon endroit, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est des parcelles qui sont situées sur les Hauts-Médoc, puisqu'on a des vignes à Pauillac et à Verteuil. Ah oui, pardon. C'est vrai que j'ai pas joué avec le... Ah ben voilà. Donc ça, c'est le plan d'une parcelle qu'on va planter, qui a été donc plantée en vigne. Ce que vous voyez sur le plan, ce ne sont pas les rangs de vignes, ce sont les futurs rangs dans lesquels il y aura des arbres. Donc les arbres vont être au milieu des vignes, à hauteur à peu près d'une centaine d'arbres par hectare. Ça dépend un peu de la forme de la parcelle. Donc nous, on a adapté en fait, on a discuté avec Alain, on a échangé, et on a adapté en fait le positionnement de ces arbres, principalement à nos contraintes techniques, à nos vignes étroites. Donc c'était en fonction de nos pulvérisateurs, de nos matériels pour travailler le sol et ainsi de suite, puisque c'est des rangs qui évidemment dans le temps ne vont pas être enjambés par les tracteurs, ils seront uniquement contournés. Donc ça veut dire qu'après il faut réfléchir à toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour éviter de rogner. Donc on peut tresser, l'entretien des sols va s'adapter dans le temps, on est capable d'entretenir un rang de vigne, sous le rang de vigne on est capable de l'entretenir, pas forcément en l'enjambant. Donc tout ça, ça va un petit peu se faire avec, c'est un peu une découverte, donc on va s'adapter avec le temps. Le choix des arbres, il a été assez précis au final, avec deux orientations. Il y a des arbres qui seront des arbres fruitiers, donc des arbres qui vont produire des fruits, d'autres fruitiers qui vont produire du bois uniquement. Donc ça, c'est ceux qu'on va voir sur la photo de gauche. Et il y a des arbres qu'on va dire trognes, donc qui seront taillés en trognes. Ça, c'est ceux qu'on va voir sur la photo de droite. Donc il va vraiment y avoir un travail de fond à mettre en œuvre. Et ça va être aussi à nous de nous former sur la manière dont on va devoir les entretenir et dont on va devoir vivre avec. Alors, il y a une autre diapositive, voilà. Là, sur celle-là, vous verrez les différentes variétés en fait, qui ont été utilisées, qui sont complètement mélangées au sein de la parcelle. Le but, c'est qu'il y ait une diversité
la plus marquée possible. Donc il n'y a pas un rang avec une variété d'arbres, l'autre avec l'autre. Tout est mélangé, comme on le trouverait dans un milieu naturel en fait. L'objectif est vraiment de ramener le plus possible de vie dans les parcelles. Les couverts végétaux nous ont déjà montré cette année qu'avec une bonne fertilisation et des couverts positionnés au bon endroit, au bon moment, on avait, ce qui a déjà été dit, une diversité super intéressante, notamment des abeilles sauvages qui revenaient en nombre, ce qu'on n'avait jamais vu, même sur des zones, on va dire, assez vastes de viticulture. Donc, dans quelques années, on pourra profiter de nos fruits aussi dans les vignes. Donc ça va être, ça sera la partie sympathique. L'autre sujet, j'ai dit qu'il y en avait deux. Donc là, on a des arbres qu'on va donc positionner sur une jeune vigne, une vigne de l'année. Et comme on est curieux, on va voir ce qui va se passer quand on va le faire sur une vigne en place. Donc on a une vigne qui a une trentaine d'années, une parcelle qui est devant la propriété, dont on va arracher en fait des pieds pour positionner de la même manière que l'image précédente, pour positionner de la même manière en fait, pas exactement la même variété parce que le terroir est différent, mais organisé de la même manière. Donc c'est pareil, de la même manière ça va être fait au printemps, donc on va arracher des pieds de vigne et planter des arbres à la place, et cultiver la parcelle avec les mêmes indications que la précédente. Je pense qu'on pourra maintenant répondre aux questions s'il y en a. Alors, juste la parcelle qui a été faite cette année, on a fait une cuvée spéciale qui s'appelle Cérès, qui est un vin naturel, évidemment en bio et en biodynamie, que vous allez goûter à l'apéritif, et qui représente en fait un pied de vigne qui monte dans l'arbre, parce que 100 arbres par hectare, voilà, ça revient vraiment à retrouver la naturalité. Donc vous aurez cet honneur-là, mais avant cette petite réjouissance et cette découverte, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Oui, moi j'avais plusieurs petites questions qui sont peut-être d'ordre technique et pratique. D'abord, est-ce que vous avez remarqué, selon les terroirs, bien sûr ici, mais à Ferrières, à Gurgues, du Fort-Vivins, chez Xavier sur Barsac, et donc des calcaires, vous avez des graves, etc. Est-ce que l'installation du couvert végétal, est-ce qu'on a déjà mesuré puisqu'on disait tout à l'heure, Conrad parlait d'une dizaine d'années pour retrouver un couvert végétal bien vivant avec toute sa biodiversité. Est-ce que, suivant les sols qu'on a, donc les terroirs que nous avons, est-ce qu'on sait déjà quantifier des terroirs qui sont plus propices à cette installation? Alors, on sait à peu près, mais ça marche partout, d'accord ? Il y a dans les terroirs les plus abîmés, c'est-à-dire là où on a beaucoup travaillé les sols auparavant, il faut 2-3 ans pour installer ce couvert végétal. Et ensuite, il nous faut encore 3-4 ans, 5 ans pour revenir vers de la naturalité. Parce qu'au début, on a tellement combattu nos plantes avec des outils que les sols sont tellement oxydés, ils partent en poussière, ils se compactent et c'est compliqué pour les plantes d'y revenir. Donc on fait deux choses, on les ressème et on les fertilise. C'est pour ça que la fertilisation, c'est un gros levier dans la phase de démarrage. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément de l'azote, c'est du soufre, des oligos. Voilà le type de produits qu'on aimerait retrouver un petit peu plus souvent et qui permettent de réussir plus vite. Et une fois qu'on a les sols en place, c'est comme chez Xavier Planty, quand tu as cette couche organique qui arrive, les mulches végétaux, les paillages, ils font les litières de surface entre 8 et 10 cm. Et quand ça, c'est acquis, ta vigne, après, ça tourne tout seul. Donc, en fait, ça va dépendre non pas du terroir roche-mère, ça va dépendre du degré de dégradation des sols lié à l'utilisation des outils, réellement.
Alors, juste une petite question, parce que j'ai encore le micro, mais ça s'adresse peut-être plus à Thomas qui est sur le terrain. C'est est-ce que le fait d'enherber sous le rang, est-ce que ça sous-entend de toucher au palissage ou en fait ça fonctionne très bien? On n'a pas besoin de relever le feuillage. On est parti du principe qu'on ne modifierait pas notre palissage pour le moment, pour des raisons évidentes, c'est que les densités de plantation sont ce qu'elles sont ici. Évidemment, l'idéal pour se prémunir des contraintes de l'herbe, comme de la gelée et comme des maladies, c'est d'avoir des vignes plus hautes que ce qu'on a chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas les modifier. Donc on est parti du principe de s'adapter. Donc non, ce n'est pas gênant. C'est pas gênant si les espèces installées ont un développement lent, mais donc ça dépend principalement de la campagne. Et c'est pas gênant si on a la capacité humaine et mécanique de les entretenir. Pour en revenir donc voilà, ça va dépendre du contexte, mais c'est pas évident. Hein. On n'a pas fait une campagne irréprochable cette année en début de campagne, même si les conditions météo étaient favorables parce qu'on a eu des pannes de matériel. On a été un petit peu aidé par la météo, ça a été moins le cas par la suite. Après, j'aurais, pas exactement de la même manière, mais répondu la même chose que Conrad, ça dépend pas, on le voit bien. Les semis, on en fait ici sur la propriété depuis déjà à peu près 5-6 ans. Pour des raisons variées, principalement des raisons de portance à l'origine, parce qu'en fait on a des argiles, hein, ici vous n'êtes que sur des argiles calcaires. Donc évidemment c'est des sols qui retiennent un peu plus l'eau, qui sont un peu plus fertiles. Donc ça paraît un peu plus facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois les sols sont fermés, parfois ils ont tendance à avoir on a tendance à avoir des phénomènes de compaction aussi. Donc c'est pas toujours évident. Et quand on s'est amusé à faire des semis, quand on a vu les effets bénéfiques qu'on avait ici, qui ont été assez rapides, c'est ça, 3, 4, 5 ans. Et encore, on était en mono-espèce qu'avec des orges, donc c'était pas non plus l'idéal. Quand on s'est mis à en faire dans les graves ou sur nos médocs qui sont aussi des argiles, on a vu que ça prenait plus ou moins bien, mais que le facteur nature du sol n'était pas prépondérant. Ce qui est prépondérant, ça va être son état, effectivement, et la nutrition qu'on va lui apporter. Et c'est vrai que cette année où on a combiné des semis où on a laissé ou des semis entre guillemets apportés ou des semis naturels, parce qu'on a laissé les deux se faire, l'amendement a eu le même effet sur les deux. Ça veut dire que l'amendement bien positionné au bon moment, à la bonne dose, ça a donné un développement super intéressant partout, que ce soit dans les graves ou dans les argiles. Découvert, on sème et il y a des endroits où tout d'un coup on a énormément de plantes qui sortent et d'autres endroits où il y en a très peu, d'autres où c'est juste une espèce. Et en fait, alors on se dit c'est le semoir qui est mal réglé, mais pas du tout. En fait, le sol était un révélateur. Et c'est extraordinaire. Et si on fait des photos satellites, on peut vraiment voir tous les problèmes qu'on peut avoir de compaction, de pH, etc. Donc c'est un vrai révélateur. Et comme disait Xavier, au fur et à mesure, les plantes changent. Et ça contribue évidemment à la biodiversité. Il n'y a pas d'autres questions ? Très intéressant. Capital. Dans le produit final, on trouve une grande vivacité dans nos vins. Quand je dis vivacité, vie. Alors en plus, bon, évidemment, de vins qui ont une très bonne acidité, mais en fait, les vins sont rayonnants. Je dirais déjà la vigne est belle. En plus, ces couverts végétaux, c'est juste splendide. Surtout au printemps, il y a des fleurs partout. Avec les arbres autour, c'est vrai que c'est tout simplement beau. Moi, je considère qu'un vin, on fait toujours un meilleur vin dans un beau paysage et dans un paysage qui paraît harmonieux. Et le vin est plus vivant, c'est certain. Il a beaucoup plus d'éclat. Et je dirais, depuis 10 ans qu'on fait ces pratiques-là, qu'on est en biodynamie, on s'est rendu compte, je dirais, du côté très éclatant qu'on a gagné au niveau de nos vins. Et puis au niveau du tanin, on sent vraiment que le raisin est abouti, avec des maturités phénoliques vraiment accomplies. Et alors, on a eu aussi de très belles années, mais on s'aperçoit que voilà, la qualité tannique du vin et sa distinction, son accomplissement dans son tanin très fondu est vraiment là. Donc il y a un réel accompagnement qu'on accompagne au chai aussi, parce que l'avantage de ces démarches, d'être en biodynamie, d'être en agroécologie, agroforesterie, on se donne quand même des coups de pied dans les fesses, hein, on sort de notre zone de confort et à chaque fois qu'on avance, on a envie de continuer à avancer. Donc on a fait d'énormes progrès au niveau des chais, etc., au niveau des vinifs, et on est tout le temps dans le progrès. Donc c'est ça aussi le point extrêmement positif.
Et on a cette chance d'avoir des experts de très grande qualité, des amis qui nous aident énormément. Et je pense que c'est avant tout le réseau qui est important, s'entraider dans ces démarches assez pionnières, notamment à Bordeaux. Merci pour votre attention. Oui, je voudrais surenchérir ce que dit Claire. Moi, à Guéraud, ça a été flagrant. Dès qu'on a commencé à mettre en place ces pratiques-là, les parcelles ont changé complètement de comportement aromatique et structurel du vin. C'était une de mes questionnements. On était arrivé à une viticulture de qualité conventionnelle, mais je trouvais que mes vins manquaient d'éclat. Quand on goûtait certains vins que beaucoup de gens connaissent ici, comme les vins de Jean-Michel Deiss en Alsace ou d'Éric Nicolas en Loiret, il y avait une sensation d'éclat et d'évidence dans les vins que je ne retrouvais plus dans les vins que je faisais à Guiraud et que je retrouvais dans les très vieilles bouteilles de Guiraud. Donc ça empêche de dormir pendant quelques temps, quoi. Et à ce moment-là, on se pose la question de savoir comment faire pour améliorer ça et pour aller chercher cette esthétique des vins qui existait et qu'on avait perdu. Donc je crois qu'il n'y a pas de photo. Dès qu'on est sur des sols qui commencent à revivre, le profil aromatique et gustatif des vins change du tout au tout. Et pour ma petite expérience dans les rouges, mais je pourrais aussi vous citer d'autres amis qui me rapportent ce même témoignage, la maturité phénolique dans les vins rouges, elle se fait toute seule, elle se fait sans décalage par rapport à la maturité technologique, ce qui fait qu'on n'a pas de surconcentration en alcool et on a des tanins qui sont complètement différents. Voilà. On va vous entendre. Hein. Oui, c'est évident. Moi, à Guiraud, toutes mes parcelles sont complantées. Il n'y a pas une seule origine dans les parcelles de vignes de Guiraud, mais c'est du sauterne. Donc on ramasse, on n'est pas des industriels du vin comme dans les rouges, quoi. On ramasse au grain par grain, on fait du handcraft. Pourquoi tu ris? Parce que je parlais d'industriel. Non, mais voilà, donc... Mais bien évidemment, à partir du moment où tu changes un élément dans ta parcelle, même si elle est changer les origines du plan de vigne, c'est une micro-différence. Mais cette micro-différence, elle a forcément quelque part un effet. Et moi, je vois sur les sémillons à Guiraud, on a des parcelles, il y a 45 origines différentes. Eh bien... je suis incapable de le chiffrer, je suis incapable de le quantifier, mais c'est simplement mon raisonnement qui me dit que c'est évident, quoi. Voilà. Et est-ce que justement ici à Pauillac, à Aubage Libéral, Claire, vous travaillez sur la coplantation aussi, on peut retrouver du Merlot à côté d'un pied de Cabernet Sauvignon, ou pas encore? Ou c'est une réflexion? Non, on va complanter effectivement le cépage avec son propre cépage. Sinon, ça peut créer des difficultés lors du ramassage et de l'homogénéité de la parcelle. Pour autant, et dans la mesure du possible, on essaye de varier les plantations en utilisant des plantations massales, donc des sélections qui vont être faites et qui vont être assez complexes en fait, pour maintenir de la complexité et de l'authenticité sur nos vins. Alimenter un petit peu ce débat-là, on a croisé des viticulteurs, notamment à Châteauneuf-du-Pape, qui faisaient ça. C'est-à-dire ils mélangent 12 pieds de vignes différents ou variétés de vignes différentes dans le même champ. Et ils ne s'en plaignent absolument pas. En fait, je pense que dans cette agroécologie, il ne va pas y avoir un axe. C'est la science de la maison, si tu veux. Donc, la nature, elle a mélangé les plantes. Alors pourquoi on ne le ferait pas en vigne? Sauf que ça oblige à gérer des vignes un petit peu différemment. Voilà. Donc ça va être un choix de vigneron, réellement.
Parce que ce vin-là qui est proposé, il nous dit toutes les plantes arrivent quasi en même temps, malgré tout. Alors on ne sait pas comment ça marche, comme si les plus en avance encourageaient les autres à les rattraper. Et dans l'art de récolter et puis de faire le vin, le vigneron, il intègre ça. Donc ça pose aucun problème apparemment. Donc je pense qu'à un moment donné, privilégier ces plantes-là, vous allez avoir autant de solutions que de vignerons. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, tu peux y mettre ton âme dans ton vin. Hein. Et ça, c'est intéressant. Oui, on pourrait y répondre parce que ce chantier a été ouvert à Brignoles avec la cave coopérative d'Estendon où on travaille le gel. Donc eux, ils sont dans le Var et en fait, l'arrière-pays, c'est les Préalpes et on peut passer de plus 20 à moins 10 en une nuit. Et donc, ils sont soumis au gel printanier régulièrement et la question, c'est comment on gère ça. Donc on a deux grandes stratégies. Si on met des couverts végétaux, soit on les met par terre au ras du sol avant que le gel n'arrive, et donc là on écoute la météo et les prévisions. L'autre solution, c'est on laisse pousser une forêt vierge végétale qui vient noyer complètement toute la vigne. Donc on est au boulot depuis plusieurs années, et puis voilà, maintenant, il nous mesure la température dans la vigne. Et donc, on se rend compte que quand le couvert végétal n'est pas très dense, il y a risque de gel. Par contre, quand vous faites une haute densité végétale, tous les rangs sans exception, vous avez un amortisseur du gel de 10 degrés si votre couvert végétal dépasse la vigne. Donc, ça veut dire que dans ces champs-là, au printemps, je ne sais pas que j'ai du vin ou une vigne plantée, parce que tout va être noyé dans un océan de végétaux. Donc ça, c'est 10 degrés, quasi, 8 on a mesuré. Donc 8 degrés, ça vous gère ce fameux gel qui tombe de la montagne. Donc c'est intéressant. Alors on a des hypothèses. Cette plante, elle accumule énormément de chaleur dans la journée et elle fait de la photosynthèse. Donc elle fait des sucres et la nuit, elle fait de la respiration, elle fait l'inverse. Donc elle consomme ces sucres pour rejeter du CO2. Et ce CO2 de la respiration nocturne va être prisonnier dans la biomasse végétale. Donc vous avez un effet radiant au niveau du couvert végétal. Donc ça, c'est hypothèse de travail. Donc on aimerait que peut-être les gars de Montpellier, de l'INRA ou du CIRAD accrochent ce dossier-là pour le reparamétrer. Mais on en a encore refait cette année et ça s'est avéré exact. Donc on a des agriculteurs qui dans ce coin-là le font. Pourquoi ? Parce qu'on peut semer très tôt des couverts dans une période favorable, septembre. Ils ont récolté le vin et ensuite on n'y touche plus jusqu'au mois de fin avril. Mais pour alors, ils sont grands comme ça. Et comme ils ont des vignes assez hautes, toute la vigne va se retrouver noyée dans le couvert végétal. Donc on fait avec du seigle parce que c'est la plante la mieux adaptée à faire ça. Ça fonctionne bien pour le gel. Mais c'est homogénéité végétale obligatoire. Ce n'est pas un rang et un autre avec rien. Parce que si vous avez ce décalage d'un rang à l'autre, vous allez avoir tout le gradient de gel du côté où il n'y a pas de végétation, si vous voulez. Le gel par terre et le gel à hauteur, et entre les deux, toute la vigne est gelée. Et comme vous faites ça un rang sur deux, vous gelez toute la vigne. Et vous dites que c'est à cause du couvert. Non, en fait, on se rend compte que c'est tout ou rien. Tout le monde par terre ou tout le monde debout. Voilà. Et donc ça va bien marcher à condition que je sache bien semer ce couvert végétal. Et ici, on n'a pas pris cette solution-là parce qu'on a des vignes basses, on est plutôt sur l'idée qu'on garde par terre avec des plantes moins agressives, moins poussantes, plus faciles à gérer dans nos vignes basses. Inutile de vous dire que si on a la vigne sous l'herbe en Gironde, le paysage va changer. Et que c'est une révolution culturelle quasiment impossible dans nos esprits aujourd'hui. Mais moi, je l'ai jamais pratiqué, mais j'ai un voisin dans les Graves qui, cette année, n'a pas gelé, alors qu'il avait sa vigne complètement submergée par les févroles, tous les rangs. Et c'est évident que ça s'est bien passé, quoi. Et il a roulé sa vigne très tard. Il a roulé ses févroles très tard, voilà. Au 15 mai.
c'est-à-dire même après les premiers traitements, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de premier traitement, quoi. Voilà. L'humidité est captée quand on a un enherbement foisonnant, l'humidité est captée par l'enherbement et n'est pas captée par la vigne. C'est des phénomènes de condensation. Donc les parasites, comme ils sont sur une vigne qui est beaucoup moins humide, ont moins de chances de se mettre en place. Donc c'est tout ça qu'il faut affiner, c'est tout ça qu'il faut expérimenter, c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais je peux vous dire que dès qu'on a des choses vivantes dans un sol, il se passe des phénomènes qui sont assez extraordinaires. Tu citais Jean-Michel Deiss, pour faire court. Oui, mais... non, juste, j'aime beaucoup une de ses formules. Quand on a fait le tour des vignes la première fois, il m'a dit, voilà, cette parcelle en agroécologie donc, puisque maintenant tout le monde en connaît la définition exacte, c'est la première fois qu'on la donne, donc au moins vous en avez l'honneur, le privilège, c'est mes parcelles les plus tranquilles. Et je crois que ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, j'en ai encore une petite. C'est que en fait, pendant les décennies, on a sélectionné des porte-greffes, que ce soit à l'INRA ou dans les propriétés, en fonction des qualités et défauts des sols. Est-ce que le fait de redonner de cette vie au sol, puisque on va dire, ça fait 50 ans que la vigne a été travaillée d'une certaine manière et donc les porte-greffes sélectionnés en fonction, est-ce que du coup de changer complètement l'équilibre du sol et sa vie, est-ce que ça sous-entend que d'une part à l'INRA et dans d'autres instituts, il va falloir bosser sur d'autres porte-greffes, et pour la propriété, est-ce que ça sous-entend que idéalement il faudrait, dès qu'on arrache, replanter avec d'autres porte-greffes? Je ne suis pas très spécialisé là-dedans, mais intuitivement, la réponse est non. C'est-à-dire que vos porte-greffes vont s'adapter au sol vivant. Il n'y a aucun problème. Et on aura toujours besoin de plantes assez agressives dans le calcaire, parce que le calcaire vient stériliser les systèmes racinaires. Donc ces raisonnements-là restent bons. Par contre, il est probable qu'on ait certains porte-greffes qui ne soient pas adaptés à la biologie. Et ça, on le sait quand on enquête sur un dossier très particulier autour de l'azote, qui sont les endophytes. C'est des bactéries qui vivent avec les systèmes racinaires que peut-être certains porte-greffes n'ont plus. D'accord ? Mais ça, on va le découvrir petit à petit dans la R&D. Mais a priori, la réponse serait plutôt non, parce que normalement, vos porte-greffes sont quand même mycorhizés. La vigne, c'est une plante mycorhizée, hein, et donc devrait pouvoir répondre, et le travail qui a déjà été fait devrait être opérationnel. Alors, oui, je ne suis pas forcément complètement d'accord avec cette approche. D'abord parce que je crois que c'est un fait. On a dans l'agriculture en général, en France et en Europe, un problème de génétique. Comme tu disais, on a sélectionné en fonction d'un certain nombre de critères qui aujourd'hui s'avèrent nous amener dans une impasse agricole. Par exemple, en céréales, pour le plus spectaculaire, c'est le gène de raccourcissement des blés qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des semences qui montent en hauteur. Donc on a des blés qui sont incompatibles avec des couverts végétaux. Et puis qui surtout s'avèrent être aujourd'hui dans une impasse de production qui fait que la France, pour la 2e ou 3e ou 4e année consécutive, va avoir des rendements en blé en baisse. Dans la vigne, je crois que c'est la même chose, mais ce n'est pas tellement au niveau des porte-greffes, moi, que ça m'inquiète au niveau des sols. C'est surtout au niveau de la synthèse des tanins. On a sélectionné des clones à l'INRA qui sont pour des critères, en particulier dans les blancs, hein. Pour des critères gustatifs, on a essayé de sélectionner des clones qui étaient pauvres en tanins. Et je crois que c'est une erreur parce qu'on sait que les tanins sont les régulateurs de la vie, sont des régulateurs des maladies et sont quand même excessivement importants pour la conservation des vins, que ce soit des vins rouges ou des vins blancs. Et après,
en agroécologie, on va pouvoir travailler des tanins fins, on va pouvoir travailler des tanins qui gustativement sont intéressants, mais par contre, les vieilles souches de Sauvignon ou de Sémillon tanniques, eh bien, elles n'existent quasiment plus. Et là, il y a un vrai travail à faire. Au niveau des porte-greffes, il faudrait quand même qu'on vérifie si les mycorhizes des porte-greffes américains sont compatibles avec les mycorhizes français, enfin les mycorhizes des arbres fruitiers. Je ne sais pas ça, je n'ai pas de souvenir de littérature là-dessus. On voit bien que ce qui se passe, en tout cas, les pépiniéristes espagnols vendent de plus en plus de porte-greffes aux Français du sud de la France, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique, la sécheresse des sols, etc. Si effectivement un sol nu, comme disait Conrad ou Alain, je ne sais plus, peut atteindre 30-40 degrés, mais qu'avec un couvert végétal, il n'y a plus que 20 degrés, pour ne pas citer de nom technique des porte-greffes, mais ce porte-greffe, il n'a plus aucun sens à notre latitude, quoi. Oui. De toute façon, le réchauffement climatique, changement climatique, je crois que tout le monde l'admet, mais le réchauffement climatique, aujourd'hui, on est mal barré quand même. Il y a certains prévisionnistes nous disent qu'en Aquitaine, ce sera un refroidissement, quoi. Que le changement climatique global va provoquer un point froid sur la côte atlantique, parce que le Gulf Stream va s'arrêter. Alors on verra, mais aujourd'hui, personne n'est capable de prédire l'avenir. Mais d'après ce chercheur suédois et bordelais, il y a 50% de chances aujourd'hui que l'on soit dans un réchauffement climatique brutal et 50% de chances que l'on soit dans une petite ère glaciaire. Donc ça veut dire que pour tamponner ça, pour tamponner ce genre de variation, il n'y a pas le choix. C'est remettre de la vie dans les sols, c'est relancer les sols. C'est le seul moyen de tamponner un sol. Ça fonctionne à la fois comme un organisme qui va digérer et recycler tout ce qui existe. C'est un organisme qui va avoir des micro-organismes en profusion et un organisme qui va respirer avec des échanges gazeux très forts, quoi. C'est comme un poumon. Donc tout ça, il faut que ce soit mis en musique et c'est le seul moyen de sauver notre viticulture. Je crois qu'on a trop l'habitude d'essayer de trouver des recettes miracles. On essaie de trouver, on met souvent des cautères sur des jambes de bois. C'est-à-dire qu'on a trouvé un problème, on trouve une solution. Et en fait, on se rend compte, et je crois que c'est l'intérêt de cette approche agroécologique, c'est qu'il n'y a pas une solution à un problème, c'est qu'il faut revoir tout de manière globale et cohérente. Si on remet de la cohérence, si on est capable de recomprendre le cycle, à ce moment-là, on va trouver des solutions qui vont être durables. Tout le reste, pour moi, ce sont un petit peu des recettes que beaucoup, très souvent, même dans les milieux politiques, on est content de trouver parce qu'on a besoin de montrer qu'on a une solution. On a tel problème, on a un problème d'eau, on va amener l'irrigation. On a tel problème, on va changer l'encépagement de la région. Il va faire plus chaud, on va mettre des cépages de la péninsule ibérique, etc. Et nous pensons, je crois globalement, que je peux me faire le porte-parole de presque tout, nous pensons que c'est faux et que nous avons tous les moyens d'y arriver si on remet de la cohérence dans notre façon de travailler, de la cohérence dans notre vision agronomique des sols. À partir de là, on aura gagné, on a tous les moyens de s'adapter. Une note positive qui ne l'est pas. C'est vrai qu'on peut chercher des cépages et des porte-greffes qui résistent à un truc, à un autre, et je pense que ça peut durer pendant 150 ans encore, pour être moins politiquement correct, mais parce que je crois qu'il faut le dire, hein, et que seule la biologie des sols est la ligne éditoriale qui nous intéresse, que chacun contrôle et arrête. Hein. Le jour où les sols seront trop riches, on saura très bien arrêter. C'est pas difficile. Ce que je veux juste dire, parce que c'est pas une note positive, mais parce qu'il faut le dire, on l'a écrit il y a 15 ans, ça avait un peu hurlé dans les brancards, et pas tant que ça finalement. Malheureusement, on l'avait écrit, hein, que la vraie crise agricole, c'était une crise du sol. Aujourd'hui, en viticulture, on a 97% des sols en viticulture qui perdent de la matière organique. Donc du carbone, donc du capital, donc de l'eau, donc de la biodiversité, donc de la résilience, donc de la résistance, etc. etc. Hein. Ce qu'il faut, c'est agriculture de la dégradation,
qu'on soit gros, petit, moyen, en bio, en conventionnel, en biodynamie, enfin peu importe, on perd de la fertilité, on perd de la matière organique. C'est-à-dire qu'on perd plus de 60% de l'eau qui ne passe pas par une plante, par exemple, etc. Hein, et c'est ce sujet-là qui, du coup, devient un sujet de société. Parce qu'on peut le faire, on sait le faire, les coopérations, les symbioses végétales mais humaines se mettent en œuvre. Il faut arrêter cette spirale de la dégradation. Notre ami du Redox, Olivier Husson, nous parle d'un escalier, parce que comme il fait des trucs un peu complexes, des fois je lui dis tu ne peux pas nous faire des schémas, parce que moi j'ai déjà Conrad qui me fait des trucs complexes jusqu'à 3h du mat, et encore je suis gentil, c'est les soirs il est fatigué, tu ne peux pas nous faire des trucs un peu schématiques? Ah ouais, je vais te faire un truc. La dégradation du sol, c'est comme quand tu descends un escalier et qui ne s'arrête jamais. Je lui dis, tu vas à la cave chercher une bonne bouteille, tu ne remontes pas, il me dit, c'est exactement ça. Et il faut qu'on enraye cette perte de la matière organique, pas si loin que ça, c'est-à-dire à Marmande, au mois de janvier, la Garonne, elle faisait un peu plus de 10 km de large. Et ce sujet de l'érosion qui se transforme en inondation, on ne l'a pas encore totalement traduit. Il faut recapitaliser les sols en carbone. On fera un geste vertueux pour la fertilité, pour la fécondité, comme dirait notre associé Hervé Covès, la fécondité des sols. Et je crois que ça veut dire beaucoup, sujet de société. Buvons des vins de l'agroécologie. Oh, je l'ai bien amené quand même, hein. On va y arriver. Hein. Non, je déconne, il y a encore plein de choses à dire. Il y a des questions encore ou des... Un point. En fait, c'est vrai qu'on parle de sujets assez précis là, mais il faut comprendre qu'on n'est pas arrivé à ces solutions-là et à ces orientations-là par hasard. C'est venu petit à petit. Il y avait une volonté effectivement de changer un peu la manière dont on faisait les choses et d'aller plus dans le sens de la nature et dans le sens de la logique et du bon sens surtout. Et c'est vrai qu'on a commencé avec la culture bio, avec la biodynamie, et tout ça, ça amène à poser des questions. Et on en arrive après à ces couverts végétaux, on voit le comportement des parcelles, et ainsi de suite. On n'arrive pas du jour au lendemain en se disant « je suis 100% chimique, bing, je vais mettre des arbres dans mes vignes, ça va être génial ». Ça ne marche pas comme ça, c'est un raisonnement global, c'est une réflexion, c'est une approche. De la même manière que Hochet. Le changement ne va pas forcément induire plus de contraintes, ne va pas induire plus d'interventions, au contraire. On est spectateur de ce qui se passe. On ne fait qu'accompagner, on ne fait que constater. Donc on va s'adapter. Mais on va chercher des solutions, on va prendre les expériences qui vont se faire à droite à gauche et on va essayer de comprendre ce qui se passe avec les connaissances qu'on a à ce moment-là. Mais ce n'est pas forcément... c'est pas des pansements, c'est un fonctionnement global, une réflexion. L'an dernier, il a fait chaud, l'été a été particulièrement sec. Il fallait réfléchir, il fallait peut-être effeuiller moins, il fallait éviter les rognages, il fallait éviter de perturber la vigne. Il faut comprendre que c'est vivant. Si elle est en bonne santé, si on la respecte, forcément, elle sera plus résistante aux maladies, elle sera plus résistante aux extrêmes climatiques, tout comme nous. Donc l'objectif, c'est de la mettre dans les meilleures conditions de développement possible pour en obtenir le meilleur. Et pour ce faire, ben, on utilise ces différentes solutions, mais qui ont toujours existé en fait, sauf que là, on comprend un peu pourquoi elles s'imbriquent et pourquoi ça fonctionne. Un jour j'ai reçu des visiteurs à Guiraud et je leur explique tout ça, l'enherbement, là, qu'on avait arrêté de tondre, que l'on avait laissé l'herbe pousser tout seul, qu'on essayait d'essimer le plus tard possible ou pas du tout. Et le gars me dit, mais en fait vous êtes des feignants. Et je dis, ben oui, c'est une agriculture de feignants. Il faut, et ça j'ai souvent repris le terme, c'est une agriculture où il faut observer, il faut regarder, et c'est une agriculture où il faut intervenir. Une viticulture où il faut intervenir le moins possible. Voilà. Il faut relire Fukuoka, il va vous expliquer ça très bien. C'est le non-agir, ou alors agir qu'à bon escient, une fois qu'on a compris les phénomènes de ce qui se passe. Voilà. Donc c'est une agriculture de feignants, et je vois que tu es parti dans la même voie. Donc, avec beaucoup de personnel quand même. Bienvenue au club. Oui, mais pour prendre l'exemple du chai, par exemple, où on passait énormément de temps à travailler les vins pendant les vinifications, jusqu'à il y a récemment. Le millésime 2018 a été assez révélateur de ça. C'est une très belle campagne, compliquée certes. Et les vins nous ont appris beaucoup de choses, parce que la vigne nous a donné un fruit qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, qu'on a travaillé différemment au chai. Et au final,
Si le produit est irréprochable ou quasiment irréprochable à l'origine, il nous donne la direction à prendre. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'intervenir autant que ce qu'on faisait avant pour obtenir un résultat beaucoup plus intéressant, de laisser les choses se faire, laisser l'orientation prendre, ne pas fabriquer un vin, on l'accompagne. On va pas doper une vigne pour qu'elle nous fasse 200 hecto-hectares du jour au lendemain, elle ne les fera pas, sur 10 ans peut-être, si c'est un objectif. C'est pareil au chai. Quand on va récupérer un raisin d'une certaine qualité, on ne va pas en faire des miracles. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas un truc établi. Donc on voit ce qu'on a et puis on va le travailler en fonction, de manière de plus en plus douce en tout cas. Et je vous dis, quand je dis dans le sens du vin, c'est qu'on va pas, c'est pas parce qu'on est à Pauillac qu'on va rechercher la force. Pas du tout. On va laisser faire les choses. Et si le vin doit avoir un côté féminin comme il l'a toujours eu ici, on va aller dans ce sens-là parce que c'est logique. C'est du bon sens en fait. C'est juste de se poser la bonne question au bon moment, d'observer, de passer du temps dans les vignes ou dans ces chais. Alors, vous avez rien d'autre? Alors, je vais vous parler du vin qu'on va goûter. Alors lui, il est vraiment naturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vin qui a été, comme je vous dis, dans ces parcelles d'agroforesterie. Donc un vin qui n'a pas de soufre ajouté, qui a été mis en bouteille très tôt parce que c'est le 2020, donc il a eu juste ses fermentations, il est resté un peu en cuve et après il est mis en bouteille depuis 3 semaines. Donc Cérès, déesse de la terre. Et l'étiquette est un travail de François Houtin, qui est un artiste d'une certaine renommée, notamment qui travaille pour la maison Hermès. Et François Houtin est un spécialiste des arbres. Il ne dessine que des arbres, il ne fait que ça, des plantes, des végétaux. C'est un paysagiste et donc en fait il a dessiné donc un arbre avec une vigne qui monte sur cet arbre pour présenter vraiment cette naturalité. Et donc voilà, donc je vous invite à venir découvrir ce vin amusant, je dirais, et merci pour votre attention et merci à tous les participants d'être venus de si loin pour arriver à Pauillac. Bravo Xavier.